Et nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Alors l'actualité du jour, c'est évidemment ce meeting géant du Rassemblement national à Marseille, événement qui marque le coup d'envoi de la campagne de Jordan Bardella, tête de liste du RN pour les élections européennes de juin prochain. On est aujourd'hui à moins de 100 jours du scrutin. D'abord, une première question, pourquoi est-ce que le Rassemblement national a choisi la ville de Marseille pour ce premier grand meeting ? Alors, c'est une ville qui est très symbolique pour le Rassemblement national. D'abord, c'est une ville dans laquelle le RN fait plutôt de bons scores, dans une région où, qui plus est, il est relativement bien implanté. Ensuite, c'est une ville qui, eu égard aux sujets à la fois sociaux et migratoires qui animent et qui aujourd'hui font exister le parti, est une ville qui apparaît comme étant une ville symbole. Troisième élément, c'est une ville qu'Emmanuel Macron a fait ou a voulu faire l'exemple de sa politique. Souvenez-vous, le plan Marseille en grand, etc. C'est une ville qui, au travers des expérimentations menées par Emmanuel Macron, devait être la vitrine du macronisme. Les résultats ne sont pas tout à fait là, même s'il y a un certain nombre de choses qui se sont peut-être arrangées. Et donc pour le RN, aller à Marseille, c'est aller au cœur des échecs dits d'Emmanuel Macron. Alors en tout cas, le discours de Jordan Bardella a permis de dégager les grands axes de sa campagne. Sans surprise, il y aura bien sûr tout ce qui tourne autour de la colère du monde agricole et puis la lutte contre l'immigration. On va y revenir dans un instant. Mais avant cela, je vous propose qu'on écoute un extrait de son allocution et on commente juste après. Ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Un grand effacement qui se traduit par le recul de la France chez elle, sur son propre sol, mais également en Europe et dans le monde. Par le délabrement de l'État, par la dislocation du pays et par-dessus tout par la désunion des Français. Et le grand effaceur a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà, le grand effaceur a un nom, il s'appelle Emmanuel Macron. Il y a eu beaucoup de références à Emmanuel Macron, quelques-unes aussi à Gabriel Attal, le Premier ministre. Dans ce discours, on a presque l'impression que c'était un discours à dimension assez franco-française, comme si Jordan Bardella balisait le terrain, préparait le terrain plutôt pour peut-être plus la présidentielle de 2027 que les élections européennes. Oui, il y a évidemment des enjeux européens dans ces élections, et ces enjeux sont importants. Parce que ça aurait pu être un discours de campagne présidentielle. Ça aurait pu être un discours de campagne, en tout cas pré-présidentielle. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique qui doit mener à la présidentielle, et les élections européennes sont le dernier grand jalon électoral avant les présidentielles. Évidemment, il y aura des élections locales, mais aujourd'hui, le champ politique local est tenu par LR et le PS, le champ politique national plutôt par le RN, l'AFI et La République En Marche, ce qui fait que l'espace politique n'est vraiment lisible sur une élection nationale pour les différents partis que lors de ces élections européennes. Donc si jamais vous avez un duopole qui s'installe entre le RN et la majorité, cette image-là va rester ensuite dans la dynamique pour ces élections présidentielles, d'où l'importance de se positionner, d'où l'importance de donner pour Jordan Bardella le sentiment qu'il n'a qu'un réel adversaire. C'est même pas d'ailleurs la liste, La République En Marche ou Renaissance, mais le président de la République, en installant le match. De l'autre côté, pour la majorité présidentielle, on installe également le match parce que, en installant ce match, vous avez un effet vote utile. Si vous êtes un électeur de centre-gauche ou de centre-droit qui a peur demain d'une arrivée au pouvoir du RN, l'option la plus plausible, c'est d'aller voter pour la liste de la majorité présidentielle. Si vous êtes un électeur qui n'est pas très pro-Macron et qui vient plutôt de la droite, à ce moment-là, voter RN apparaît comme étant une forme de vote utile. C'est ce qu'on a connu en 2019, où à l'époque, vous voyez l'électorat LR notamment, se diviser, se disloquer en allant voter soit Nathalie Loiseau, soit Jordan Bardella. Ce casse du siècle, Jordan Bardella essaye de le refaire. Alors sur le fond du discours, les grands thèmes qui ont été abordés, je le disais, ça a été évidemment la colère des agriculteurs, les questions de lutte contre l'immigration, la sécurité aussi. Il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises. C'était un discours assez attendu finalement. C'était un discours assez attendu. Il a également pas mal parlé de social. On a parlé retour de l'État. D'ailleurs, dans l'extrait que vous avez montré, on a cette thématique-là. On a un discours très attendu, mais qui malgré tout a deux caractéristiques. D'abord, le RN ne marche plus que sur un pied. Il ne marche plus que sur le pied immigration. Il marche également sur le pied social. Il marche également sur le pied
vérifier le retour de l'État. Si vous écoutez les 2 discours de rentrée de Marine Le Pen, elle parlait d'abord et avant tout de social, ensuite d'immigration, et là-dessus, Jordan Bardella est relativement raccord. L'autre élément, eh bien, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a quand même 2 thématiques de campagne majeures qui servent le RN et qui s'imposent à la majorité. La majorité ne les a pas choisies, mais aujourd'hui les subit. C'est évidemment l'immigration, mais c'est aussi la crise agricole. Oui, par exemple, sur l'immigration, une de ses citations, il dit « Ces élections européennes constituent un référendum contre la submersion migratoire ». Et pour ce qui est de l'agriculture, il a eu cette phrase « Chers agriculteurs, la France vous aime », phrase parmi d'autres. Alors sur la forme du discours, Jordan Bardella, il a joué la carte du jeune, du Rassemblement national, à qui on peut s'identifier. Est-ce qu'il est en train de dépoussiérer le Rassemblement national, de donner une nouvelle image à ce parti ? En tout cas, dans une vie politique qui aujourd'hui s'est beaucoup rajeunie, on a beaucoup commenté l'âge du Premier ministre, mais également d'Emmanuel Macron. Quand il a été élu, eh bien, ça permet de s'adresser à de nouvelles générations. En règle générale, la jeunesse était dans un premier temps assez rétive au vote RN et ensuite était très clivée sur ce vote avec des scores importants, mais en fait relativement étanches au sein de la jeunesse. Le phénomène Jordan Bardella permet de parler à d'autres jeunes et même à d'autres catégories sociales. Beaucoup sur l'application TikTok. Ça marche plutôt bien. Sur TikTok, mais également sur Instagram. etc. L'usage des différents réseaux sociaux par Jordan Bardella permet de toucher un nouveau public. Néanmoins, vous avez un autre discours lors de ce meeting, c'est celui de Marine Le Pen. Et donc là-dessus, elle repose le fait que, la patronne, ça reste elle, que celle qui définit les thématiques, ça reste elle, et elle le fait également sentir, parce que la dernière de cette liste, en position donc non éligible, mais malgré tout, symboliquement très importante, c'est Marine Le Pen. Alors jusqu'à présent, le Rassemblement national est en tête de tous les sondages sur les intentions de vote pour les européennes. Le RN est crédité de 28 à 30% selon les sondages. Quel crédit est-ce qu'on peut apporter à ce type de sondage à 3 mois du scrutin? Et est-ce qu'il peut encore se passer des choses qui pourraient tout bousculer et finalement donner une autre trajectoire au Rassemblement national? Il peut se passer beaucoup de choses, tout bêtement, parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion quelques semaines, quelques mois avant un scrutin, le RN est en règle générale toujours beaucoup plus haut qu'au final, tout bêtement, parce que c'est une alternative et une liste lisible, tout le monde sait qu'elle existera, mais ensuite, une partie de l'électorat qui découvrira les autres candidats pourrait potentiellement s'évaporer et faire d'autres choix. L'autre élément, c'est que le vote RN, le score plutôt du RN, est très lié à ce qu'on appelle la participation différentielle. Si jamais il y a beaucoup de participation, ce n'est pas des CSP+, c'est des retraités qui n'auraient pas été votés et qui viendront voter. C'est plutôt des classes populaires ou des classes moyennes inférieures, l'électorat du RN. En revanche, s'il y a beaucoup d'abstention, qui va s'abstenir majoritairement? Les mêmes. Classe populaire, classe moyenne inférieure, bref, l'électorat du RN, ce qui explique que ce soit pour le RN, mais également pour la France insoumise, ces élections sont très difficiles parce que leur électorat, potentiellement faisant la différence avec d'autres listes, d'autres partis, se mobilise de façon beaucoup plus difficile, d'où l'intérêt de mobiliser, d'où l'intérêt d'appeler au vote utile contre Emmanuel Macron, de ne pas trop parler mécanique européenne, mais de surtout parier sur les colères. Alors justement, dans le camp d'Emmanuel Macron, le Parti Renaissance a enfin dévoilé sa tête de liste pour ces élections européennes. Il s'agit de Valérie Hayer. Elle sera en meeting samedi prochain à Lille. C'est une personnalité qui est quand même assez méconnue du grand public. Pourquoi ce choix ? C'est un choix en partie par défaut. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a un mauvais profil sur le papier. C'est quelqu'un qui connaît bien les institutions européennes, qui connaît bien le sujet. Et donc, si l'objectif est demain de continuer à tenir et à dominer de la tête et des épaules le groupe Renew en étant au centre des alliances au Parlement européen, c'est bien joué. Le problème, c'est qu'avant, il faut se faire élire. Et là, on a en effet une personnalité très peu médiatique. On peut dire évidemment qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal feront la campagne. La réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait suffisant et qu'il est peut-être possible qu'il n'en ait pas tout à fait le temps, ni tout à fait le crédit. De l'autre côté, en nommant quelqu'un parce que justement elle a cette attache avec le monde agricole, c'est ça, elle a dit d'ailleurs lors de son interview chez nos confrères de TF1, elle a insisté sur le fait qu'elle avait grandi dans une ferme. C'est vrai qu'on est en pleine colère agricole. Est-ce que ça peut vraiment suffire, ce type d'argument? On est quand même à 3 mois du scrutin. Ça peut probablement pas suffire, parce que les problèmes avec le monde agricole et au-delà avec l'imaginaire que les Français peuvent nourrir sur l'agriculture sont beaucoup plus profonds que le simple gage de la nomination d'une candidate. Et ensuite, c'est accepter le fait que cette campagne se fera sur le terrain de l'agriculture, ce qui est pas certain. La campagne est très très loin.
Il y aura d'autres sujets qui probablement se seront imposés d'ici là. Et puis deuxièmement, c'est pas un terrain qui est très très favorable pour la majorité, tout bêtement parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont à gérer un mouvement social. Donc utiliser cette thématique avec un mouvement social qui se structure contre eux comme thématique de campagne choisie est une erreur stratégique. Donc là, en effet, on a un peu l'impression d'un choix par défaut. Il n'est pas certain que ce soit un bon choix par défaut. Benjamin Morel, vous disiez à l'instant que le gouvernement a géré un mouvement social, celui des agriculteurs. Dans quelques minutes, dans 20 minutes exactement, se referme le salon de l'agriculture à Paris. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, le président de la FNSEA, donc le principal syndicat d'agriculteurs en France, Arnaud Rousseau, a estimé que c'était un rendez-vous manqué entre l'exécutif et les agriculteurs. Quel bilan politique est-ce qu'on peut en tirer de cet événement ? Pour l'exécutif, c'est clairement pas un bon bilan à tirer de cet événement, tout bêtement parce que les images... Gabriel Attal a quand même été mieux accueilli qu'Emmanuel Macron. Oui, mais dans le mieux accueilli, il n'est pas forcément un bien accueilli, vous voyez. Et puis surtout, ce qui va rester dans l'image collective, c'est évidemment plutôt l'accueil d'Emmanuel Macron. Il faut voir que, au risque d'être un peu cynique et électoraliste, l'électorat agricole est assez résiduel et il est plus est relativement fiable politiquement. Alors il hésite un peu plus aujourd'hui entre peut-être LR et pour une partie le RN. Mais c'est un électorat qui n'est pas vraiment acquis aux macronistes. Il n'y a rien à gagner pour Emmanuel Macron. Mais derrière, il y a un mouvement social qui peut être bloquant à la veille des européennes et puis également des Jeux Olympiques. 2, il y a tout un électorat qui, sans être agriculteur, s'identifie à ce monde agricole. Un électorat rural, périurbain, et même un électorat urbain, mais qui projette un certain nombre de visions qu'il aurait du pays dans ce monde agricole et dans le salon. Et pour eux, les mesures qui sont les mesures proposées pour désamorcer le conflit sont très très secondaires. L'important c'est l'accueil et l'important c'est la considération, ce sur quoi le plan com n'a pas vraiment pris. Bon, eh bien c'est dit. Je voudrais qu'on parle également de politique étrangère puisque Emmanuel Macron a reçu cette semaine à l'Elysée l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Cet émir du Qatar, il s'est engagé à investir 10 milliards d'euros en France d'ici à 2030. Donc c'est des investissements dans la transition énergétique, dans les semi-conducteurs, dans l'aérospatial et toutes sortes d'autres domaines. Au-delà, Benjamin Morel, de la dimension économique, qu'est-ce qui s'est joué sur le plan diplomatique pour Emmanuel Macron? C'est une façon, ce rapprochement, de miser sur le Qatar pour essayer de peser un petit peu plus au Proche-Orient et dans les différents dossiers brûlants du moment. Je pense évidemment à la guerre dans la bande de Gaza. Alors le Qatar est un intermédiaire qui aujourd'hui est un intermédiaire extrêmement important pour l'Union européenne de façon générale et particulièrement pour la France. Et un acteur de la médiation de la trêve en cours entre Israël et le Hamas. Exactement, mais qui est également un acteur ambigu, c'est-à-dire qui joue son propre jeu géostratégique et qui plus est, peut avoir des positions sur un certain nombre de sujets, parler de la bande de Gaza, qui peuvent parfois interroger, qui fait que l'idée qu'on soit dans une alliance gagnant-gagnant avec le Qatar n'est pas tout à fait évident aujourd'hui. Donc c'est un choix de la France de parier sur cet État, ce qui n'était pas forcément tout à fait son choix il y a quelques années. On avait notamment avec les Émirats arabes unis un certain nombre de proximités. C'est un choix qui également nous engage pour la suite et peut limiter notre marge de manœuvre stratégique. Donc ça montre aussi que là-dessus, la France a perdu une voie au Moyen-Orient et que pour tenter de la regagner, elle est, je dirais, prisonnière de certaines alliances qui ne sont pas tout à fait évidentes. Et juste un dernier point sur cette alliance pas tout à fait évidente. Lors de cette rencontre entre l'émir du Qatar et Emmanuel Macron à l'Elysée, Emmanuel Macron avait invité plusieurs personnalités, notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il y avait aussi le footballeur Kylian Mbappé. En quelques mots, à quoi ça sert d'inviter un footballeur à ce type d'événement, de rencontre? Alors d'abord, il y a un aspect sportif dans le soft power qatari en France, et donc ce faisant, ça peut avoir une forme de légitimité. Ensuite, pour Emmanuel Macron, le fait de s'appuyer sur ce type de personnalité permet de rendre relativement glamour la rencontre, d'en enlever les dents du point de vue de la politique interne. C'est vrai qu'un certain nombre de reproches auraient pu être faits à cette réception par les oppositions. En mettant Kylian Mbappé, il peut induire un certain nombre de reproches en termes de communication, mais en fait, ça plaît malgré tout à la majeure partie des Français. Donc on dévie quelque peu le missile dans une situation diplomatique tendue. Et une dernière question à Benjamin Morel, puisqu'il nous reste une vingtaine de secondes. Ce vote historique attendu demain au Congrès à Versailles, les sénateurs et les députés qui se réunissent, ils devraient
approuvé à une très large majorité l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est une victoire politique pour Emmanuel Macron? C'est plutôt une victoire politique, en effet, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que le Sénat traîne des pieds. Finalement, pour des raisons de positionnement de l'institution, le Sénat accepte. Il accepte à la date d'Emmanuel Macron, alors qu'au départ, il n'en était pas tout à fait question. La proposition de loi originelle venait de la France Insoumise. Emmanuel Macron a repris la thématique dans un projet de loi. Donc, c'est son texte. C'est dès lors sa victoire politique, alors qu'elle provenait de l'opposition, que l'opposition avait un veto. Donc, c'est un bon choix stratégique. Merci beaucoup, Benjamin Morel, pour vos analyses et à bientôt sur le plateau du 64.